Bonjour, Hubert Huertas, à mes côtés Hélène Salvi, pour le 35e numéro d'Objection, l'entretien politique de Mediapart. Cette semaine, effet de souffle ou effet de mode, quelle place pour Alain Juppé après l'élection de Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP? Pour en parler, Édouard Philippe, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire du Havre, vous êtes également député et vous êtes un des très proches d'Alain Juppé. Très franchement, désormais que Nicolas Sarkozy est président de l'UMP, est-ce que vous n'êtes pas quelque part condamné au silence et condamné à attendre, par exemple, qu'il commette une bévue pour avoir un créneau et pour pouvoir de nouveau exister? Non, je ne crois pas du tout, et je pense même que si je m'inscrivais dans votre idée, il faudrait que je change de métier, il faudrait que je change d'engagement, parce que la politique, ça n'est pas de subir quoi que ce soit, c'est de proposer des idées et d'essayer de faire des choses. Alors, on n'est pas toujours suivi, et on ne réussit pas toujours, que ce soit dans son action municipale ou dans son action politique nationale, mais enfin, c'est d'essayer de faire. Mais là, vous êtes obligé de l'approuver. Maintenant, c'est votre président, sinon vous allez avoir l'air de diviseur. Non, on est obligé, et nous nous astreignons à une très grande rigueur, à une très grande loyauté. Parce que, d'abord, vous savez, Alain Juppé, il a ça dans le sang, hein, la loyauté. Il n'a jamais été pris en défaut de loyauté vis-à-vis soit des présidents de la République successifs qu'il a servis, soit du parti politique qu'il a créé puis dont il est membre. Mais cette soumission, cette loyauté n'est pas une soumission, et en rien une soumission. Il y a aussi une vraie liberté intellectuelle et une vraie liberté politique. Et une liberté de parole. D'Alain Juppé et accessoirement de moi. Et on y tient. On y tient parce qu'on a été élu, lui maire de Bordeaux, moi maire du Havre et député. On y tient parce qu'on aime la famille politique dont on est membre. Alain Juppé, ça a été le premier président de l'UMP. Moi, j'ai été le premier directeur général de l'UMP. C'est comme ça que j'ai rencontré Alain Juppé. Donc on est attaché à cette famille politique. Et donc on a envie qu'elle vive bien. Moi, je me réjouis qu'il y ait désormais un président qui va essayer de la retaper. Elle en a besoin, très franchement. Non, mais ça ne nous empêchera pas de dire ce qu'on pense, sur quoi on est d'accord et sur quoi on n'est pas d'accord. On va le vérifier tout de suite. Hélène Salvi. Donc, Nicolas Sarkozy a effectivement commencé à composer un organigramme qu'il a voulu représentatif du Grand Rassemblement, en vous mettant, vous, membre d'une commission pilotée par Thierry Solaire, qui est proche de Bruno Le Maire, en mettant également, en plaçant une filloniste, Madame de Callennec, porte-parole du mouvement. Donc il y a eu quelques nominations clés comme ça, qui ont fait beaucoup parler et sur lesquelles il a évidemment énormément communiqué. Or, en dehors de ça, on se rend compte que les principaux postes stratégiques de la machine sont occupés par des lieutenants de Nicolas Sarkozy, des sarkozystes pure souche, si je puis m'exprimer ainsi. Est-ce que vous n'avez pas du coup la sensation d'être une sorte de caution de Grand Rassemblement de Nicolas Sarkozy? Pas du tout, et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, Nicolas Sarkozy, il a gagné une élection. Il a gagné l'élection de l'UMP, son élection elle n'est pas contestable, elle est d'ailleurs pas contestée, elle est contestée par personne, il a fait à peu près 65%, c'est un bon score, c'est peut-être pas le raz-de-marée que certains autour de lui espéraient, mais enfin, il n'y a pas photo, il est élu président de l'UMP, c'est sa responsabilité de diriger ce parti, évidemment en associant tout le monde, puisque c'est à la fois la ligne qu'il s'est fixée et puis la nécessité absolue pour notre famille politique, donc en assumant le rassemblement, mais c'est lui qui fixe la ligne. Et il est absolument naturel et légitime qu'il s'entoure de gens dont il a confiance, de gens qu'il a choisis, et vous avez raison, au poste important, il a pris des gens qui l'avaient soutenu dans son élection. Ça peut choquer personne, c'est bien naturel. Moi, j'avais dit très clairement, et à Alain Juppé, et à tous ceux qui me posaient la question, qu'il était hors de question que je fasse partie de l'organigramme opérationnel de l'UMP. Pour une raison très simple, c'est que quand on fait partie d'un organigramme opérationnel, je m'astreins, quand je suis membre d'une équipe, à être parfaitement en ligne avec cette équipe. Il se trouve que pendant la campagne de Nicolas Sarkozy, il a formulé des propositions avec lesquelles j'ai pas été totalement convaincu. J'attends de voir, on pourra peut-être les évoquer sur le fond, hein, j'entends. Donc moi je ne voulais pas faire partie de l'organigramme opérationnel. En revanche, sur l'organisation de la primaire, il y a un vrai sujet,
parce que je pense cette primaire absolument nécessaire à la préparation de 2017. Et donc j'ai accepté, à la demande d'Alain Juppé, j'ai accepté de faire partie de cette petite commission de 7 ou 8 personnes qui doit définir les conditions dans lesquelles la primaire doit être organisée pour être une réussite. Voilà, c'est pas une caution, c'est une participation pleine et entière et loyale à ce processus qui est essentiel. Est-ce que le simple fait qu'il y ait une commission à laquelle vous participez pour organiser cette primaire ne prouve pas que c'est une primaire que Nicolas Sarkozy veut à sa main, puisque tout était prêt, y compris dans les statuts, il y avait une haute autorité, ça devait se dérouler de manière très précise. Pas du tout, pas du tout. Il y avait dans les statuts l'idée qu'une primaire serait organisée. Ce qui était déjà une bonne chose, et ça avait été approuvé très largement par les adhérents de l'UMP. Mais on ne disait pas comment cette primaire devait être organisée, on ne savait pas si elle était fermée ou ouverte, il y avait beaucoup de choses, beaucoup de choses qui étaient encore en suspens. On a chargé ce petit groupe sous la direction de Thierry Solère, qui est un fervent partisan des primaires. Il n'est absolument pas susceptible d'être contesté sur ce sujet. C'est quelqu'un de déterminé, de courageux, il l'a montré en allant dans une législative en dissidence contre Claude Guéant, et qui croit aux primaires. Et donc la responsabilité de ce petit groupe, c'est de faire en sorte de déterminer les objectifs, les conditions pour que cette primaire fonctionne bien. Et c'est pas simple à organiser une primaire. Il va falloir, partout en France, organiser entre 10 et 15 000 bureaux de vote. Il va falloir faire en sorte que techniquement, il y ait 3 millions à 4 millions de personnes, d'électeurs français, de citoyens français, qui se reconnaissent dans les idées de la droite et du centre, qui puissent venir voter le jour J. Il va falloir pouvoir organiser une campagne qui permette de mettre en compétition démocratique et pacifique, mais en compétition néanmoins, des hommes, des femmes, et des projets, et des propositions. Donc c'est quelque chose de redoutablement complexe à organiser. On ne part pas de rien, il y a déjà des gens qui ont travaillé là-dessus. On a l'exemple de la primaire socialiste, qui s'est techniquement très bien passée. Je ne vous dis pas que je suis enchanté par le résultat, parce que franchement, je ne suis pas sûr que François Hollande soit le meilleur résultat qu'on pouvait imaginer. Mais il est président de la République. Absolument, il est président de la République. Absolument. Il a même gagné l'élection présidentielle derrière, ce qui montre que la primaire peut quand même servir à ça aussi. Mais en tout cas, on a une base de travail qui est assez solide, et c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour notre camp. Donc, je vais participer à ça. Pour le reste, faisons pas de procès d'intention à Nicolas Sarkozy. Il doit reconstruire ce parti. On va regarder avec attention. Est-ce que c'est faire un procès d'intention que de penser qu'il n'est pas venu à l'UMP pour l'UMP, mais pour la présidentielle de 2017? Enfin, c'est pas une intention. C'est pas lui faire un procès d'intention. C'est pas lui faire un procès d'intention. Et je pense en effet que s'il est revenu dans le monde politique, c'est parce qu'il avait envie en 2017 d'être candidat. Donc c'est l'adversaire de votre candidat Alain Juppé. Personne ne peut lui en faire le reproche. En tout cas, moi, pas une seconde. Et en effet, peut-être en 2016, au moment de la primaire, Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, peut-être d'autres, se présenteront à la primaire. Et ce qui est formidable dans une démocratie, c'est que ce sont les électeurs qui vont trancher. Ça devrait nous rassurer tous. On a bien compris sur la primaire. Il y a une autre question qui se pose, c'est celle des statuts que Nicolas Sarkozy veut refondre. Or, ces statuts ont été votés il y a à peine un an. C'est ça. C'est quoi l'intérêt, si on ne fait pas de procès d'intention à Nicolas Sarkozy, c'est quoi l'intérêt concrètement de refaire des statuts qui sont tout frais? Alors, là pour le coup, je ne sais pas très bien. Parce que, vous avez raison, les statuts de l'UMP ont été modifiés dans un contexte qui n'avait rien à voir avec le contexte actuel, à une assez large majorité, par les adhérents de l'UMP, il y a maintenant un peu plus d'un an. Bon. Nicolas Sarkozy, pendant sa campagne, a indiqué qu'il voulait tout changer à l'UMP. Tout changer. Certains ont évoqué le nom, d'autres ont évoqué les statuts, parfois quelques-uns ont évoqué la ligne politique. Il a indiqué qu'il voulait tout changer. Il a été pas d'une clarté totale sur ce qu'il voulait changer. Il n'a pas proposé de nouveaux noms, il n'a pas non plus proposé de nouveaux statuts. Il a dit qu'il voulait poser des questions plus souvent aux adhérents, ce qui me semble plutôt une bonne chose, et aux militants, ce qui me semble là encore aussi une bonne chose. Mais enfin, il n'a pas été d'une limpidité, d'une clarté. Et d'ailleurs, on ne peut pas lui reprocher parce que s'il veut effectivement faire un travail collectif pour faire moderniser les statuts, il faut bien qu'il écoute avant ce que les gens ont à dire. Il a indiqué après son élection qu'il allait constituer cette commission dont il a donné la composition hier en bureau politique, qui est assez large, qui comprend des responsables locaux, des responsables nationaux, des parlementaires de toutes les sensibilités de l'UMP.
on va voir ce que ça donne. J'ai pas a priori d'exigence là-dessus. Mais c'est pas une perte de temps. Vous n'avez pas autre chose à faire que de refaire des statuts qui viennent d'être votés? Je pense. Non, mais les statuts, vous savez, c'est quand même important dans un parti. C'est quand même la façon dont on fonctionne mais ensemble. Ils sont tout neufs, les vôtres. Eh ben, peut-être que le groupe jugera qu'il n'est pas nécessaire de changer quoi que ce soit. Et on verra bien. Non, vous ne croyez pas ça? Non, ça je pense qu'ils vont nous proposer quelque chose. Mais je ne sais pas encore quoi, donc j'attends de voir. Si vous voulez, c'est comme le nom. Personnellement, je m'en fous un peu du nom de l'UMP. Je veux dire, dans l'UMP, ce qui est important, c'est pas le nom, c'est le fond, c'est la ligne politique. Je trouve que la réflexion sur la ligne politique est beaucoup plus intéressante et beaucoup plus ouverte. On a vu pendant la campagne interne à la présidence, qu'il y avait des différences. On l'a vu sur le mariage pour tous, on le savait, mais enfin, clairement, il y avait une différence d'approche très nette entre les trois candidats. Il n'a pas pu vous échapper que pendant la campagne interne, Nicolas Sarkozy, à un moment, a indiqué qu'il proposait de revenir sur 50% des compétences de l'Union européenne. Mais je n'ai pas entendu lesquelles. C'est bien 50%, c'est la moitié si je compte bien. Mais lesquelles? Ça, c'est vachement intéressant. Et sur le positionnement vis-à-vis de l'Union européenne, il y aura forcément un débat au sein de l'UMP, parce qu'il y a des lignes très différentes. Mais vous savez, aujourd'hui, ce qui est assez amusant d'ailleurs, le débat le débat et même les petites tensions, elles s'expriment beaucoup plus entre ceux qui ont soutenu Nicolas Sarkozy qu'entre ceux qui ont fait un choix différent et Nicolas Sarkozy. Je ne vois pas d'attaque des supporters de Bruno Le Maire contre Nicolas Sarkozy. Vous voulez dire entre Nathalie Kosciusko-Morizet et Laurent Wauquiez? Par exemple. Et sur cette question européenne, sur cette question de ligne politique, mais sur d'autres aussi, il y a là un vrai débat. Mais parlons-en. C'est l'intention de Nicolas Sarkozy, je trouve qu'il a raison. Sur cette ligne européenne, Nicolas Sarkozy est plus proche de son secrétaire général que de sa numéro 2. C'est ce qu'un certain nombre de ses déclarations ont laissé penser pendant la campagne, mais moi je suis très impatient qu'il précise sa pensée sur ce sujet. Vous dites que les tensions sont dans le camp des supporters de Nicolas Sarkozy? Non, je dis qu'aujourd'hui l'expression de ces tensions est beaucoup plus entre personnes qui ont soutenu Nicolas Sarkozy qu'entre ceux qui ont fait un choix différent et Nicolas Sarkozy. Et c'est plutôt, je veux dire, ça mérite d'être noté. Il n'y a pas d'attaque des jupéistes ou des leméristes, je ne sais pas comment il faut les appeler, vis-à-vis de Nicolas Sarkozy. Pour l'instant, vous comptez les coups, quoi? Non, on ne compte pas les coups, on observe ça. Moi, encore une fois, je ne fais pas de procès d'intention. Je suis quelqu'un de loyal, loyal vis-à-vis de Sarkozy qui a gagné l'élection. J'ai envie que le parti fonctionne bien et fonctionne mieux. J'ai envie de savoir comment il fonctionne. J'ai envie de savoir ce qui s'est passé financièrement au sein du parti. Donc, moi, personne n'en parle de ça. Oui, mais moi, je suis très attentif et très soucieux de savoir comment ça s'est passé. Mais sur le reste, je ne vais pas commencer à taper comme un fou sur des gens qui sont dans la même famille politique que moi. Mais vous êtes attentif, mais ça va se traduire comment concrètement à l'UMP? Vous allez poser des questions régulièrement au bureau politique? Vous allez demander de la transparence? Le président du parti a indiqué, il avait indiqué un petit peu pendant la campagne, il l'indiquait plus clairement depuis dans les 2 bureaux politiques qui se sont déroulés depuis son élection, qu'il allait constituer un comité financier autour du nouveau trésorier. Quand on crée un comité financier, c'est probablement pour susciter un débat. Donc, ou là pour noyer un poisson, hein, créer des commissions, c'est bien ce que ça veut dire. On espère que ce sera pour susciter un débat, on espère que des questions seront posées. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit, il s'agit de comprendre ce qui se passe financièrement dans une campagne présidentielle, pas dans une campagne présidentielle, mais à l'occasion d'une campagne présidentielle dans un parti politique, c'est pas du tout neutre. C'est évidemment très important. On est au cœur de la vie publique, de la vie démocratique française, et moi j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Et c'est l'intérêt de tout le monde de savoir ce qui s'est passé. C'est l'intérêt de Nicolas Sarkozy de nettoyer toutes les suspicions qu'il pourrait y avoir. Vous êtes sûr que c'est l'intérêt de Nicolas Sarkozy? Parce que dans cette affaire, il est quand même... L'affaire Big Malion, c'est une affaire qui se déroule pendant... Il a toujours dit qu'il était la première victime de cette affaire. Oui. Et je pense que c'est son intérêt de bien montrer qu'en effet, il n'y a pas eu de dérapage dans sa campagne, qu'il n'était pas au courant, ce que je crois volontiers. Vous croyez vraiment que ces 17 millions qui ont été dépensés pendant sa campagne n'ont pas concerné sa campagne? J'entends ce que dit tout le monde. Je sais qu'il y a une procédure judiciaire qui est engagée, donc je suis assez convaincu qu'on va savoir ce qui s'est passé. Mais je pense qu'indépendamment de la procédure judiciaire,
l'UMP en tant que parti politique, alors je sais que les partis politiques, ils ont une très mauvaise réputation, et je dois dire qu'ils contribuent assez largement à la nourrir, cette mauvaise réputation. N'empêche que, quand on est, comme moi, soucieux du respect de la loi et de la Constitution, on sait que la Constitution de 58, c'est-à-dire celle écrite par Debré et par le général de Gaulle, elle reconnaît aux partis politiques en France un rôle éminent dans le fonctionnement de la vie démocratique. Les partis politiques, ils participent à l'expression du suffrage universel. Donc ils ont un rôle prévu par la Constitution. Donc il faut les prendre au sérieux. Et si on veut les prendre au sérieux, il faut être exigeant vis-à-vis d'eux. Il faut être exigeant à la fois sur leur capacité à produire des idées, à former des candidats, à organiser le débat et à respecter la loi. Et donc moi, qui prends les partis politiques au sérieux, même si parfois je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils disent ou avec la façon dont ils fonctionnent, je les prends au sérieux, donc je veux savoir exactement ce qui s'est passé. Hélène Selvi. Il y a juste une question assez rapidement. Vous dites Nicolas Sarkozy voulait tout changer. Il y a quelque chose que Nicolas Sarkozy ne veut pas changer, c'est visiblement son train de vie, puisqu'il continue ses conférences. Il a donné il y a quelques jours sa première conférence en tant que président de l'UMP au Qatar. Des conférences dont on connaît un petit peu les émoluments. Ça varie visiblement entre 100 000 et 150 000 euros. À côté de ça, il veut conserver ses privilèges d'ancien chef de l'État, son cabinet rue de Miromesnil et tous les avantages collaborateurs, frais qui vont avec. Est-ce que ça ne pose pas un problème que le nouveau patron de l'opposition, ne serait-ce qu'un peut-être un problème d'ordre moral, d'éthique, conserve ces privilèges-là? Alors, d'abord, je ne pense pas que ça pose un problème juridique. Et après tout, la première question qu'on doit se poser, c'est ça. Moi, je ne vois pas que ça pose une question d'ordre juridique. C'est pour ça que je parle d'éthique. Non, mais c'est important. Il est président d'un parti. Quand on est président d'un parti, on n'est pas rémunéré. Il a renoncé de lui-même à ses fonctions au Conseil constitutionnel. Ça n'est pas rien. Parce que... Après avoir vu ses comptes de campagne rejetés. Oui, mais peut-être. Mais il a renoncé de lui-même à participer aux travaux du Conseil constitutionnel. Ce qui, pour quelqu'un qui est rentré dans la vie politique, me semble un préalable réjouissant. Donc il a eu raison de le faire. Dès lors qu'il revenait dans le monde politique, il a eu évidemment raison de le faire. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'il fait des conférences. Il a choisi de faire des conférences rémunérées. Ça n'a rien d'illégal. Vous pouvez trouver ça choquant ou pas. Il y a bien un moment. Je vais vous dire. Il y a bien un moment où il faut quand même comprendre que quelqu'un qui fait de la politique doit gagner sa vie, avoir une activité professionnelle. Il se trouve qu'il a la possibilité, par ses fonctions passées, par son talent oratoire et par ses prises de position, de participer à des colloques, à des congrès, où effectivement sa présence est rémunérée. Sa présence et sa participation est rémunérée, pas simplement sa présence qui est rémunérée. Donc moi je ne trouve pas ça choquant. Est-ce que j'aurais fait la même chose? D'abord, moi, on ne me demande pas de participer à des conférences en me payant. Vous voyez, moi, quand on me demande de venir à des conférences, on ne me paye pas parce que je ne suis pas grand-chose par rapport à l'ancien président. Alain Juppé, on lui demande souvent. C'est vrai que lui, il est fait systématiquement non rémunéré parce qu'il considère que voilà, il n'a pas envie de faire le même choix. Mais encore une fois, chacun son choix. Je ne suis pas sûr. Le seul petit bémol que je mets à ce que je vous dis, où je le défends complètement sur ce sujet, je ne suis pas sûr que, à peine élu président de l'UMP, j'aurais fait ma première conférence rémunérée au Qatar. Qu'est-ce que ça veut dire? Je trouve que c'est... Encore une fois, il n'y a rien d'illégal et il n'y a fondamentalement pas grand-chose de choquant, mais c'est tellement aller dans le sens de ce que critique toute une série de gens sur... Bon, voilà, moi, je ne l'aurais peut-être pas fait là. Bon, c'est son choix. Et je vais vous dire, ce qui est bien avec Nicolas Sarkozy, c'est qu'il assume. Et il ne l'a pas fait discrètement, il ne l'a pas fait en cachette. C'était clair, c'était assumé, et de ce point de vue-là, il faut quand même lui rendre l'hommage de sa clarté et du fait qu'il assume ce choix-là. Je ne l'aurais pas fait, mais il le fait, il l'assume, et au fond, c'est son choix, et il n'y a pas de problème. Vous qui parliez il y a un instant de l'importance des partis politiques et de leur rôle, et cette importance qui est voulue par la Constitution écrite, par Debré, et sous l'impulsion de Charles de Gaulle. Bon. Est-ce que vous pouvez vous contenter de dire c'est légal, il n'y a rien d'illégal? Est-ce que les partis politiques n'ont pas aussi une dimension éthique? Et est-ce que cette dimension éthique n'est pas le principal moteur de la défiance que les citoyens peuvent éprouver depuis quelque temps avec les partis politiques? Donc est-ce que vous pouvez vraiment et très sérieusement tenir ce discours disant mais non, au fond ce n'est pas choquant? Parce que si, c'est absolument choquant que quelqu'un qui va inviter les Français à se serrer la ceinture puisse ensuite aller gagner 150 000 € sur une conférence de 2 heures
parce qu'il a été élu au service des Français. C'est totalement choquant. Eh ben non, ça prouve qu'on n'est pas choqué de la même façon et par les mêmes choses. D'abord, je reviens sur le premier truc. On est dans un état de droit. Un état de droit, c'est pas un état d'éthique, c'est pas un état de bienséance morale, c'est un état de droit. La loi, elle est là pour interdire ou pour permettre. Bon. Quand vous n'êtes pas en contravention avec la loi, ce que vous faites est légal. Et pardon, ça n'est pas anecdotique. Si vous voulez vivre dans une vraie démocratie, dans un vrai état de droit, et je connais 2-3 endroits dans le monde où on aimerait bien vivre dans un état de droit, et bien vous assumez le fait que ce qui est autorisé par la loi et ce qui n'est pas interdit par la loi est la ligne de conduite que vous devez vous fixer. C'est la première chose. Ensuite, il y a la question de la confiance. Il y a la question de choix personnel que vous faites. Et je vous ai dit que je n'aurais pas fait le même. Donc voilà, mais c'est une question de choix personnel. Vous ne pouvez pas demander aux élus de respecter d'autres standards que le respect de la loi. Ensuite, vous pouvez avoir plus ou moins confiance en quelqu'un, vous pouvez vous retrouver plus ou moins dans le choix que font certains individus. Encore une fois, Juppé ne participe pas à des conférences rémunérées. Donc voilà, vous avez le droit entre deux attitudes. Mais vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un parce qu'il effectue des choix qui sont légaux. Sinon, mais pardon de vous le dire, sinon vous minez vous-même ce qui est la confiance démocratique. La démocratie, c'est le suffrage universel, le système représentatif et le respect de la loi. Et vous ne pouvez pas aller très au-delà de ça, c'est quand même vachement important. On vous a bien entendu et la question vous a été posée. Bon, assez parlé de Nicolas Sarkozy, peut-être. On va maintenant parler de l'homme que vous représentez, hein, Édouard Philippe, donc d'Alain Juppé. Cet homme, il a été à la mode, hein, il a été au top de la mode en 2014. Il a même été l'homme de l'année pour un magazine, le magazine GQ. Il était ce jour-là même aux côtés de stars, dont Omar Sy par exemple. C'est formidable, je me trouve au milieu de stars internationales, donc je suis très intimidé. Je suis heureux évidemment, c'est toujours un plaisir d'être honoré, surtout que j'appartiens à une corporation qui n'a pas une excellente réputation. Donc voilà, je me dis que j'en ai que plus de mérite. C'est peut-être un tremplin, je ne sais pas. Allez, ne me faites pas trop parler parce que... Édouard Philippe, cette Juppé mania, c'est une force ou quelque part ça risque de devenir un handicap? Écoutez, vous savez, Alain Juppé, il a connu des hauts et il a connu des bas. Il a été très impopulaire, il a été très oublié, il a été très populaire. Il est aujourd'hui, en effet, l'objet d'une popularité qui ne se dément pas. Il est souvent cité comme un des responsables politiques français les plus populaires ou les plus... Je ne suis pas sûr d'ailleurs que le terme populaire soit le meilleur, mais peut-être les plus respectés. Voilà, bon, tant mieux. Je ne vais pas vous dire qu'il trouve ça désagréable. Je ne vais pas non plus vous dire qu'il fait quoi que ce soit pour nourrir ça. Il n'est pas, d'une certaine façon, vous l'avez entendu dans ses prises de position, il va à son rythme et il dit ce qu'il a envie de dire. On avait beaucoup dit avant sa déclaration de candidature aux primaires, avant le mois d'août, qu'au fond, cette popularité venait de ce qu'on avait le sentiment qu'il n'était pas dans le jeu politique, en tout cas pas dans le jeu politique national. Et beaucoup de journalistes, beaucoup d'observateurs de la vie politique lui prédisaient une descente rapide dès lors qu'il rentrerait dans le jeu politique national. Ça ne s'est absolument pas passé comme ça. Il a dit qu'il était candidat à la primaire, il a même pris des positions de fond, pas totalement neutres, pas totalement à l'eau tiède. Je veux dire, il y a quand même été, que ce soit sur le mariage pour tous, sur l'immigration, sur l'identité heureuse. Bon. Et cette popularité ne s'est pas démentie. Ce respect qu'on lui porte ne s'est pas démenti. C'est une donnée. Il ne fait rien pour l'entretenir. Elle est là. Voilà, peut-être qu'un jour ça ne sera plus là. Vous savez, on a appris à faire avec Léo et à repriser les bas. Jacques Chirac. Comment ça se passe du côté des élus? Parce que Alain Juppé, c'est quand même quelqu'un qui n'a pas été dans les couloirs de l'Assemblée nationale pendant plusieurs années. Quels sont ses soutiens aujourd'hui? Comment il travaille concrètement? Il rencontre du monde, il fait des réunions. On dit qu'il n'a pas beaucoup de réseau. Oui, on le dit. Écoutez, moi ça ne me dérange pas qu'on continue à le dire. Parce qu'en pratique, comment ça se passe? D'abord, c'est vrai que vous avez raison, il n'est plus député depuis 2007. Et donc, ça fait maintenant bientôt 10 ans qu'il ne fréquente plus les couloirs de l'Assemblée nationale, comme vous dites. Cela dit, sur ces 10 ans où il ne fréquentait plus les couloirs de l'Assemblée nationale, il a été ministre au moins 2 ans. Et ministre de la Défense et des Affaires étrangères, avec d'ailleurs un track record, si vous me passez cette expression bien française, pas mauvais, et même plutôt bon.
En même temps, le monde politique, il le connaît. Il a été, c'est pas, vous savez, c'est pas un type qui serait égaré dans le monde politique. Il a été maire de Bordeaux depuis 1995, avec une petite interruption en 2004-2005. Il a été secrétaire général, puis président de plusieurs partis politiques successifs. Le travail de terrain, le travail de réseau, il l'a fait. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il rencontre beaucoup de monde. Il y a énormément de gens qui veulent voir Alain Juppé, dans le monde politique et à l'extérieur du monde politique. Il les rencontre, il échange, il écoute, il discute. Il va organiser des déplacements en France, tranquille, à son rythme, à sa façon, pour écouter, pour échanger, pour réfléchir, pour confronter les impressions et ce qu'il ressent quand il se promène sur le terrain avec ce sur quoi il réfléchit lorsqu'il n'est pas dans ses déplacements. Et puis on s'est fixé une règle absolue, que nous, ceux qui travaillent avec Alain Juppé, nous ne disons jamais ce que les parlementaires viennent nous dire. Quand nous voyons des parlementaires qui vont voir Alain Juppé, qui le rencontrent et qui le disent « Alain, je vais aller avec toi, je vais aller jusqu'au bout avec toi, parce que je pense que tu es celui dont nous avons besoin ». Eh bien nous ne le disons jamais. Jamais. Pour une raison simple, c'est que on n'est pas là pour faire des outings politiques. Et sans dire leur nom, les vous pouvez dire ici qu'ils sont très nombreux. Les parlementaires qui ont choisi, ou les maires de grandes villes ou de villes moins grandes, qui ont fait le choix d'Alain Juppé, le diront lorsqu'ils sentiront qu'ils en auront besoin. Et moi, je ne suis pas là pour dire tel type nous a dit que, tel type nous a dit que. Vous avez vu par exemple, peut-être cette semaine, Fabienne Keller, sénatrice, ancienne maire de Strasbourg, indiquer qu'elle avait fait le choix d'Alain Juppé. Moi, je le savais depuis très longtemps, parce qu'elle me l'avait dit, parce qu'elle l'avait dit à Alain Juppé, et elle a choisi le moment qu'elle souhaitait pour le dire. Et c'est sa liberté. Et nous sommes extrêmement respectueux de la liberté de chacun des élus qui viennent nous soutenir. Ils sont nombreux dans ce cas ou pas? Je ne me plains pas. D'accord. Il y a une autre question au-delà des réseaux, c'est que vous, Édouard Philippe, vous faites partie, que vous veniez ou non, d'une nouvelle génération d'élus. C'est votre cas, c'est le cas d'autres personnes, Christophe Béchu, sénateur et maire d'Angers, c'est le cas de Benoît Apparu, enfin de Gérald Darmanin dans une même mesure, même si... Beaucoup plus jeune que moi, Gérald. Beaucoup plus jeune que vous, voilà. La question en fait que nous nous posions, c'est pourquoi, en l'occurrence pas Gérald Darmanin, mais vous, Christophe Béchu, plus discrètement, mais voilà, et Benoît Apparu, vous soutenez Alain Juppé. Est-ce que vous avez la sensation qu'il peut représenter, sans être injurieuse sur son âge, mais qui peut représenter, à son âge, votre nouvelle génération? Mais vous comprenez bien, je pense que quand on décide de soutenir quelqu'un pour l'élection présidentielle, on ne se pose pas la question de savoir s'il peut représenter une génération. On ne se pose pas la question de savoir si on est en phase dans notre génération avec lui. On se pose une seule question, c'est de savoir s'il est prêt et s'il est capable d'être président. Qui sont deux questions redoutablement complexes. Parce que des gens qui veulent devenir président, j'en connais, ça j'en ai vu. Bon. Mais des gens qui sont véritablement capables de l'être, qui ont réfléchi à ce que ça voulait dire, pas simplement en termes de programme, déjà en termes de programme c'est important, en termes de comportement, en termes de qu'est-ce que c'est qu'être président de la République française. Mais il n'y en a pas tant que ça. Et il se trouve que moi, je vois chez Alain Juppé quelqu'un qui ressemble au président que je souhaite pour mon pays. Et c'est la seule question que je me pose. Je veux dire, voilà, c'est tout. Je ne me pose pas la question de savoir si il parle à telle génération ou à telle autre ou à telle autre. Je me pose la question de savoir s'il sera un bon président. Et je pense qu'Alain Juppé, avec ses qualités et avec ses défauts, sera un bon président de la République. Ce président âgé, entouré d'une garde beaucoup plus jeune, ça risque pas d'être le président Auriol qui va un peu inaugurer les chrysanthèmes pendant que les affaires du pays, ce serait vous et vos compagnons du même âge qui seriez en charge. Écoutez, moi je suis assez détendu là-dessus. Si votre sujet c'est l'âge... le sujet il se pose alors, donc on vous le pose. Si votre sujet c'est l'âge, je vous dirais assez volontiers que c'est pas ce qui m'inquiète. D'abord parce que quand vous voyez Alain Juppé, vous voyez quelqu'un qui est plutôt en pleine forme. Ensuite parce que j'observe que s'agissant de l'originalité des idées politiques,
du caractère progressiste, entre guillemets, des idées formulées, je vois plus d'originalité, voire peut-être même de transgression chez lui aujourd'hui, que c'était le cas il y a 20 ou 30 ans, ou que c'est le cas de gens qui formulent des idées 20 ou 30 ans plus jeunes que lui. Je vous prends un exemple simple. La jeunesse intellectuelle, aujourd'hui, vous la voyez chez Laurent Wauquiez ou vous la voyez chez Alain Juppé? C'est pas gentil pour Laurent Wauquiez. Je vais vous poser une dernière question qui pourrait amener à de très longs développements. Je vais vous demander d'être... je parle trop, je suis désolé. Bref, vous savez, nous avions tant de questions à vous poser qu'on ne vous posera pas. Mais il y a, dans l'analyse politique, cette fois, hein, au-delà de la confrontation formelle avec Nicolas Sarkozy, dans l'analyse politique, il se dit... Et il semblerait que ça recouvre une réalité, que ce qui sépare les deux hommes, c'est la proximité ou l'éloignement avec le Front National. Est-ce que vous confirmez cette analyse? C'est-à-dire, est-ce que Nicolas Sarkozy est plus proche du Front National que Alain Juppé? Non, mais alors là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Bon, l'attitude d'Alain Juppé, elle n'a jamais été sujette à quoi que ce soit comme questionnement. Il a cette formule que j'aime bien personnellement, et je suis certain que Nicolas Sarkozy pourrait la reprendre à son compte. Entre le Front National et moi, il y a toujours eu et il y aura toujours une croix de Lorraine. Entre eux, il n'y a pas un discours de... Il y en a un, c'est discours de Grenoble, discours que n'aurait jamais prononcé Alain Juppé. C'est possible, mais en tout cas, il n'y a aucune espèce d'hésitation s'agissant d'Alain Juppé. Et je n'ai pas beaucoup d'hésitation non plus s'agissant de Nicolas Sarkozy, qui l'a dit clairement, qui l'a redit clairement d'ailleurs il y a encore très peu de temps. Il n'y aura jamais d'accord avec le Front National. Il ne peut pas y avoir d'alliance avec le Front National. Pas parce qu'on ne respecterait pas le jeu démocratique, pas parce qu'on ne respecterait pas ceux qui votent pour le Front National, mais simplement parce que nos idées et les leurs ne sont pas les mêmes, que nos programmes et le leur ne sont pas les mêmes, et que le Front National n'a qu'une idée, c'est de faire exploser en vol l'UMP, de revenir sur des choses que nous considérons comme des acquis de la République. Bon ben voilà, on ne sera pas d'accord avec eux. Donc ça c'est question conclusion. Dernière question, promis, c'est votre opinion et celle d'Alain Juppé. Alors on a vu qu'il y a plusieurs ténors de la droite, et c'était le cas de François Fillon il y a encore quelques mois, qui appelait au municipal de 2014 à voter pour le candidat le moins sectaire, soit le Front National, soit la gauche. On voit quand même qu'il y a des sorties de route, si je peux appeler ça comme ça, de temps en temps. Et encore plus récemment, il y a eu cette histoire de nomination de Fatima Alaoui, qui était issue d'un groupe d'extrême droite. Comment ça se fait que ce soit encore possible, ce genre de choses? Écoutez, j'en sais rien, mais je peux comprendre que, d'ailleurs, parce que les sujets sont compliqués, parce que parfois on peut avoir des facilités de langage, tout ça. Mais sur le fond, honnêtement, il n'y a pas de dérapage entre l'UMP et le Front National. Il n'y a pas de connexion entre l'UMP et le Front National. Vous indiquez le cas de cette dame que je ne connais pas, je crois que c'est une élue du sud de la France, qui, à peine nommée, et alors qu'elle n'avait pas indiqué qu'elle était membre de ce petit groupe d'extrême droite dont je ne connaissais même pas l'existence, pour vous dire la vérité, on s'est rendu compte, je ne sais pas si c'est un journal ou si, qu'effectivement elle avait adhéré pendant peu de temps. Ben, la décision a été prise immédiatement. Hein, elle a été sortie. Donc ça veut dire que je ne vous dis pas qu'il ne peut pas y avoir peut-être des tentations. Ce que je sais, c'est que la ligne de conduite, de pratique, la ligne de fait, elle n'est pas en pointillé, elle est extrêmement ferme et elle ne devra jamais être franchie. Merci pour avoir répondu donc à l'ensemble de ces questions. Merci à vous. On aurait pu vous relancer d'ailleurs sur cette question des relations avec le Front National. On pourrait en faire et on en fera un jour probablement une émission. Merci à Hélène Salvi d'avoir préparé et d'avoir présenté avec moi cette émission. Et merci à 5e étage de production qui réalise cet entretien.